Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la famille Robineau. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll. Un document de Richard Vargas, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute. Hervé Robineau et ses femmes. Oh, c'était pas un coureur, Hervé Robineau. Il était même très amoureux de son épouse, Pascale. Mais à 44 ans, cet homme s'est empêtré dans une aventure qui a mené sa femme et une de ses filles aux assises. Il s'était pris d'une retraitée haute en couleur, sa patronne. Puis une femme qui blague et qui rit, ça doit aussi attirer les hommes. Plutôt qu'une grincheuse dans son coin. Quand la tribu Robineau a découvert la passade d'Hervé, elle lui a fait payer très cher cette trahison. On va le tondre, il va le laisser faire, on va brûler ses vêtements, il va laisser faire. Il va falloir qu'il se taise à table, qu'il n'ait plus sa place. On lui fait vivre un enfer. Tout le monde est trahi et ça monte. Ça monte entre le père, la mère et leur fille, jusqu'à perdre tout repère, jusqu'au crime. La tête ne tient plus que par les cervicales. Bernadette Benaïm Kugis a été pratiquement décapitée. La justice a eu beaucoup de mal à comprendre comment cette famille avait pu en arriver là. Qui a décidé d'éliminer Bernadette? Qui l'a tuée? Le père? La mère? Leur fille? Saint-Tropez. Ces plages. Ces yachts. Ces bikinis. Ces gendarmes. Ce 28 juillet 2014, ce n'est pas la jet set qui occupe la gendarmerie, la vraie, mais un crime. Au petit matin, une femme a retrouvé sa voisine dans une mare de sang, sur la terrasse de sa villa aux Issambres, comme poignardée plusieurs fois. Il est 8h quand les gendarmes découvrent la scène. L'adjudant Stéphane Audic est sur place. Lorsque j'aperçois le corps de la victime au sol, je suis surpris par la quantité de sang qui se trouve sous elle. Sa tête repose sur une grosse mare de sang. Elle est vêtue uniquement d'un peignoir blanc. On voit ses jambes, son sexe, sa poitrine. Et lorsque je m'approche, je vois une plaie énorme au niveau de la gorge et même une deuxième grosse plaie qui commence au niveau de la bouche et qui vient se terminer derrière. Le geste a tellement été violent qu'une dent a été déchaussée et se trouve sous elle. Cette scène, elle est effroyable. C'est une personne âgée qui est égorgée dans son jardin. La victime s'appelle Bernadette Benaïm Kugis. Elle avait 67 ans. Elle a été presque décapitée. C'est Maria Rodriguez, une amie de longue date, qui a prévenu les gendarmes. Elle habite dans la même villa où elle occupe un studio attenant à l'appartement de Bernadette. Mais Maria n'a rien vu, rien entendu. Elle raconte que Bernadette et elle ont passé une partie de la soirée de la veille ensemble. Elles se sont quittées vers 21h. Tout allait bien. Et puis, quand elle a quitté sa chambre à 7h du matin, elle a retrouvé Bernadette, morte, sur la terrasse. Maître Gaël Gangloff, l'avocat de Pascale Robineau, raconte. D'habitude, à cette heure-là, Bernadette est déjà dehors, sur la terrasse, en train de prendre son petit déjeuner, et là, ce n'est pas le cas. Il y a des indices qui laissent à penser qu'il y a quelque chose d'anormal. Les lumières extérieures sont toujours allumées, les volets sont ouverts, elle se rapproche, et là, pour elle, c'est une vision d'horreur. Elle se rend compte que son ami a été assassiné dans d'effroyables circonstances. Veuve, sans enfant, Bernadette Benaïm Kugis vivait seule depuis quelques mois, dans un quartier assez huppé et très tranquille des Issambres.
les gendarmes passent la maison au peigne fin. Elle porte des bijoux qui semblent être de valeur. Il n'y a aucune trace d'effraction sur l'habitation. Le maréchal des logis-chefs David Errandonea participe aux investigations. Personne n'a pénétré dans la maison, rien n'a été bougé, il n'y a pas de désordre, les portes sont fermées normalement. Cela conforte effectivement que la piste du cambriolage est à écarter. Pas de traces de cambriolage, mais en revanche, les traces d'un piège. Un traquenard maladroitement tendu à Bernadette. Je vois alors un premier départ de feu qui se trouve au niveau de la porte principale. Et en faisant le tour de la maison, on voit vers le barbecue un deuxième départ de feu au niveau de la salle de bain. Lorsque nous approchons de ces deux départs d'incendie, nous avons une odeur d'hydrocarbures confirmée par la présence d'une bouteille remplie d'essence. Et de l'autre côté de l'habitation, d'un arrosoir également rempli d'essence. Vu l'orientation des deux feux et vu leur emplacement, il y a de grandes chances que c'était pour faire sortir la personne qui se trouve à l'intérieur et effectivement s'en prendre à elle une fois qu'elle était sortie. Pour les gendarmes, la volonté de tuer ne fait aucun doute. Mais qui ? Et pourquoi ? Dominique, que révèle l'autopsie de Bernadette Benaïm ? Alors c'est une scène de crime, Rachid, d'une rare violence. L'expert observe deux plaies très nettes de type égorgement au niveau de la joue droite, du cou, et des plaies qui partent vers l'arrière, 25 à 30 cm. La victime a été quasiment décapitée, sa tête ne tient plus que grâce à sa colonne vertébrale. Elle a sur le côté droit du thorax, ici, une plaie de 6 cm, pénétrante, un objet qui a pénétré à 25 cm à l'intérieur du corps, qui a coupé des côtes, perforé un poumon, perforé le foie, coupé l'artère aorte, un coup mortel, on l'aura compris. Son nez est fracturé et elle a perdu une dent. Avec quel type d'arme elle a été attaquée ? Alors, on pense à un couteau avec une lame longue, pointue, type couteau de cuisine, effilé et très tranchant. Et alors, est-ce qu'elle présente des lésions de défense ? Non, aucune. Et ça peut laisser penser qu'elle a été attaquée par derrière et donc par surprise. Le 30 juillet 2014, une information judiciaire contre X est ouverte pour assassinat. Et le juge va faire appel à un expert en morpho-analyse. C'est le métier de Dexter dans la fameuse série. Ouais. À partir de photos, il va analyser les projections de sang, leur distribution sur la scène de crime, et cela pour tenter d'établir un scénario. Alors qu'est-ce que ça donne ? 1. Son corps n'a pas été déplacé. 2. Son agresseur se tenait derrière elle au moment où il l'a attaquée. C'est la répartition en arc de cercle des traces de sang. 3. Elle était debout. Et c'est au moment où elle tombe, donc, qu'elle va se casser une dent et se fracturer le nez. L'éthique, les techniciens en investigation criminelle explorent la scène de crime. Sur la zone de départ de feu, ils récupèrent du papier essuie-tout et un bouchon en plastique. Tout occupé à essayer de mettre le feu à la Bastide, le criminel y a peut-être laissé son ADN. Et pendant ce temps-là, les gendarmes convoquent les proches de Bernadette. Tous décrivent une femme au naturel joyeux, qui menait un train de vie aisé et qui a été très affectée par la mort de son époux, Paul, un an plus tôt. Martine Renou-Delma est l'une des amies de Bernadette. Il avait 20 ans de plus qu'elle déjà, et puis oui, il fumait beaucoup, cigarette sur cigarette. Il était usé par le tabac. C'était l'homme de sa vie, et pour elle, c'était très difficile. Quand Paul est mort, ses enfants, nés d'un premier mariage, ont hérité de sa maison. Et Bernadette a dû quitter sa villa. C'est à ce moment-là qu'elle a emménagé en colocation avec Maria, dans la Bastide des Issambres. Elle avait vraiment envie de s'installer là. C'était une maison agréable, il y avait une petite piscine. Il y avait un potager, Bernadette avait la main verte, elle aimait beaucoup s'occuper de faire pousser des légumes, des tomates, des salades.
Une vie paisible, sous le soleil de la Côte d'Azur, agrémentée de quelques parties de golf avec ses amis. Elle était très drôle, on riait sur les coups qu'on faisait, les mauvais coups, les bons coups. Elle était là pour s'amuser, pour être avec nous, 3 copines ensemble, quoi. Au niveau financier, Bernadette n'avait pas de problème. Paul avait fait le nécessaire et elle avait de quoi vivre bien, très bien, même jusqu'à la fin de ses jours. Elle était très gaie, très jeune de caractère, pétillante. C'était une jolie femme. Elle était en bonne santé en plus. Un bout en train, quoi. Elle aimait beaucoup danser, elle chantait, frappait dans les mains. J'avais d'ailleurs une photo où elle mangeait une glace, une grosse glace. Une grosse glace avec de la chantilly, et ça la faisait rire. Elle était comme ça, quoi, croque la vie, bon. Du golf et des glaces, mais pas seulement. À 67 ans, Bernadette savait très bien pimenter sa vie. Bernadette, un homme qui lui plaisait, la barrière de l'âge, je pense que ça ne devait pas la déranger. Oui, je pense qu'elle était assez libérée et coquine. De temps en temps, elle avait un amant, ouais. Elle passait pas inaperçue, hein. Surtout qu'elle faisait plus jeune que son âge. Et puis une femme qui blague et qui rit et qui se prend pas la tête, ça doit aussi attirer les hommes. Plutôt qu'une grincheuse dans son coin. L'adjudant Stéphane Audic et son équipe en font le constat. Lorsqu'on exploite le téléphone de Madame Bernadette Benaïm, nous découvrons qu'elle a des échanges de messages de type SMS ou même photo à caractère sexuel avec différents hommes. Madame Benaïm a besoin d'être entourée par des hommes plus jeunes qu'elle, qui généralement se trouvent dans son environnement, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à faire du rentre-dedans au niveau de ses employés, donc jardiniers, piscinistes. On envisage donc cette piste aussi, celle d'un amant éconduit ou d'un homme jaloux. Parmi les nombreuses conquêtes de Bernadette Benaïm, un homme de 44 ans attire immédiatement l'attention des gendarmes. Il s'appelle Hervé Robineau. Il a travaillé pour elle pendant de nombreuses années comme homme à tout faire. Officiellement, c'était son jardinier. Maître Muriel Guestas est l'avocate d'Hervé Robineau. Hervé Robineau, c'est quelqu'un qui, dans la vie, a un parcours de vie difficile, qui a rencontré sa femme très jeune. Ils ont eu 2 filles, puis ils ont attendu un petit peu, ils en ont eu 2 autres. Maître Bernard Sivan, lui, est avocat de la partie civile. Monsieur Robineau est un monsieur qui est arrivé dans la vie de Madame Cogis à un moment donné où, effectivement, elle était un petit peu seule. Il est devenu le confident tout en étant le jardinier. Et puis, s'est noué entre eux une relation sentimentale très forte. Bernadette, c'est quelqu'un, pour lui, de la haute, comme on dit, de la haute société du monde. C'est une femme cultivée, c'est une femme qui s'habille, qui se vêt de manière élégante, classe, et elle s'intéresse à lui. Il est plus que flatté. Maria explique aux gendarmes que la liaison entre Bernadette et son jardinier a commencé à l'été 2013, qu'elle a duré presque 1 an et qu'elle était assez tumultueuse. Madame Rodriguez explique que la relation entre Hervé Robineau et la victime n'est pas normale. Ne serait-ce que par son comportement déjà en tant qu'employeur et employé, il lui faisait des remarques. Elle soupçonne même Hervé Robineau d'avoir frappé physiquement la victime. Elle a constaté des bleus et elle a toujours pensé que c'était Hervé Robineau qui l'avait frappé. D'autres témoins le confirment. Depuis la mort de Paul, le jardinier prenait de plus en plus de place dans la vie de Bernadette. Sa femme, Pascale, travaillait aussi pour Madame Benaïm. Leur fille aînée, de 18 et 20 ans, Audrey et Roxane, fréquentait la maison. En réalité, toute la famille Robineau profitait des largesses de Bernadette. Martine Renou-Delma, l'amie de Bernadette, se souvient de cette période. Bernadette avait le cœur sur la main. Elle les invitait au restaurant avec toutes leurs filles. Elle offrait des cadeaux, des bottes à sa femme. Elle avait envie de leur faire plaisir.
Les filles de la famille Robineau la considèrent un petit peu comme la grand-mère, puisque Madame Benaïm va notamment être présente à certains anniversaires des enfants des époux Robineau. Elle va payer le permis de conduire à l'une des filles Robineau. Elle partage avec Pascal de nombreux moments. Elles vont au spa ensemble, elles vont boire des cafés ensemble. Et ce n'est plus vraiment le lien classique entre une patronne et son employé, mais c'est plus un lien d'amitié. Maria raconte que Bernadette pouvait tout demander aux Robineau. Elle leur faisait une confiance totale. Nous apprenons également que M. Robineau, et même avec son épouse, ont accompagné Mme Benaïm en Suisse pour récupérer de l'argent dans un coffre. D'après Maria, c'est d'ailleurs au cours d'un de ses voyages en Suisse, au début du mois de mars 2014, que Pascal, la femme d'Hervé Robineau, a commencé à soupçonner son mari. Elle constate qu'Hervé prend soin de lui. Il se parfume, il s'habille mieux, il met des chemises. On voit quelqu'un qui se pomponne, qui s'occupe de lui, qui s'achète des vêtements, qui change physiquement. Et ça n'avait jamais existé dans la famille. Même ses filles vont l'appeler le duc. Pascal va vouloir en avoir le cœur net et elle va vérifier son téléphone portable. Et là, Pascal se rend compte qu'il échange de très nombreux textos à caractère sexuel avec Bernadette. Mi-juin 2014, 6 semaines avant le crime, Hervé a donc dû choisir sa famille ou sa maîtresse. Il a choisi sa famille. À ce moment-là, Pascal va demander à ce que lui-même explique à ses filles la relation adultère qu'il a entretenue pendant plus d'1 an avec Bernadette, et elle va l'obliger à lire des textos qu'il a envoyés à Bernadette. Bernadette était devenue une amie du couple et à partir de ce moment-là, elle va être détestée. Un grand classique. Un homme englué dans une liaison qu'il regrette, une femme trompée par son mari et par sa copine, mais si un Robineau a fait le coup, lequel ? Hervé ou Pascal ? Le soir même de la découverte du crime, les gendarmes convoquent le couple Robineau et ses filles aînées, en qualité de simples témoins. Tout le monde paraît assez décontracté ce jour-là. On a même Roxane Robineau qui est plutôt loquace, joyeuse, qui ne semble pas marquée par le décès de Madame Benaïm alors qu'elle connaissait cette dame. Interrogé sur son emploi du temps de la veille, Hervé Robineau explique qu'il est allé chercher sa fille Roxane à Roquebrune, au restaurant où elle travaillait. Il était à environ 23h, il est rentré. Ensuite, il s'est couché en prenant ses cachets. Il a dormi toute la nuit jusqu'au lendemain matin sans se réveiller. Le mari ne cache pas sa relation avec Bernadette, une liaison qu'il a mis dans de beaux draps. Monsieur Robineau explique qu'il vit très mal cette relation extra-conjugale. Pour lui, il a commis une faute au sein de la famille, que depuis, donc il a honte. Il se fait suivre par un psychiatre, il prend des antidépresseurs et il nous déclare même avoir le tenté à sa vie. Sa femme ne dit pas autre chose. Elle aussi a travaillé pour Madame Benaïm et est devenue très amie avec elle. Et elle aussi a coupé les ponts avec cette femme qui l'a trahi. Madame Robineau est très choquée, dégoûtée de cette découverte, d'autant plus qu'elle est malade, elle a eu plusieurs cancers, elle souffre du dos. C'est pour ça que Pascal Robineau vit très mal cette trahison de la part de son mari, mais également de Madame Benaïm. La soirée du crime, elle était chez elle, comme d'habitude, et elle s'est couchée tôt, pendant que les grandes, Audrey et Roxane, papotaient.
Pascale Robineau, elle est frêle, elle sort d'une opération du dos, elle n'est pas en mesure pour nous d'avoir porté les coups violents qui ont tué Bernadette Benaïm. Restent les deux aînés de la famille Robineau. À 18 ans, Audrey était parfaitement au courant de la liaison entre son père et Bernadette. Mais on n'est pas une famille de sauvages. On en a discuté tous ensemble. Il n'y a pas de secret entre nous. Et puis voilà. Pas de raison d'en faire un drame. Quant au soir du 27 juillet, elle confirme, point par point, l'emploi du temps livré par sa mère. Elle est rentrée à 1h du matin. Ses parents ne les a pas vus, ils étaient en train de dormir. Seule sa sœur Roxane était présente. Elles ont discuté. Et sur le coup de 3h du matin, Pascale Robineau serait descendue pour leur demander d'aller se coucher. Et avant cela, elles auraient fumé une cigarette toutes les trois ensemble. Sa sœur, Roxane, qui a 20 ans, confirme. À un détail près. Elle raconte qu'elle est rentrée vers 23h de son travail et qu'elle a passé une partie de la nuit à discuter avec sa petite sœur. Comme elle faisait trop de bruit, son père est descendu pour les engueuler. Elle se souvient très bien de cette scène. Donc déjà là, nous constatons qu'il y a une petite divergence. Audrey déclare que c'est sa mère qui est descendue les voir, alors que Roxane précise que c'est son père. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on a des doutes sur leur déclaration. Et ce n'est pas tout. À la fin de son audition, Roxane fait un faux pas. Elle commence à me parler, voilà, Bernadette. Je lui dis oui, c'est triste de terminer comme ça, c'est-à-dire mourir à 67 ans. Et elle me pose la question d'un air étonné. Pourquoi elle a été décapitée ? Un mot de trop. Car la consigne était claire chez les gendarmes. Ils ne donneraient aucun détail sur le crime. La famille est relâchée, mais placée tout de même sur écoute. Dominique, dans ce dossier, les gendarmes ont beaucoup travaillé sur la téléphonie. Est-ce qu'elle confirme les déclarations de la famille Robineau sur leurs emplois du temps la nuit du crime ? Alors, les téléphones, celui d'Hervé, le père d'abord, il borne cette nuit-là dans sa maison. Mais, à 3h du matin, Audrey, la plus jeune fille du couple, est en train de se photographier, de faire des selfies que les gendarmes vont retrouver. Et elle est où ? Dans la chambre de son père. Son père qui est censé dormir. Première incohérence. Deuxième chose, le téléphone de la mère, Pascale. Elle dit qu'elle n'a pas bougé de la maison cette nuit-là. Or, son téléphone va borner le soir à 20h23 et le lendemain matin à 7h46 aux Issambres. Les Issambres, c'est là qu'habite Bernadette Benaïm. Donc, Pascale a menti. Le téléphone de Roxane, l'aînée. Il était chez ses parents la nuit du crime. Mais après, il n'est plus localisable, quand je dis après, c'est après l'heure du crime, jusqu'à 11h39. Et que révèle la téléphonie sur la relation entre Hervé et la victime ? Des centaines d'échanges, Rachid. Dans les 2 premiers mois de 2014, Bernadette et Hervé ont échangé 600 SMS, appels téléphoniques, photographies. Et curieusement, quand les gendarmes vont observer le téléphone d'Hervé, il a tout effacé. Sauf 2 messages vocaux de Bernadette, le 11 juillet 2014, c'est 2 semaines avant sa mort. Hein. Et voilà ce qu'elle lui dit. « Décidément, tu ne veux pas m'affronter. Affronte-moi. Vous êtes minable, petit. Je vais regretter de vous avoir côtoyé. » Alors visiblement, elle lui en veut, et elle en veut aussi à sa famille. Oui, apparemment. Hein. Alors bien évidemment, les gendarmes vont se poser des questions sur le mobile. Hein. Bernadette Benaïm, elle a de l'argent, on le sait. Donc, est-ce que c'est un motif financier ? Les enquêteurs vont regarder les comptes des uns et des autres. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de retrait suspect sur le compte de Bernadette Benaïm. Le mobile n'est pas là. Les gendarmes relèvent aussi que le 11 juillet, le jour où Bernadette a provoqué Hervé Robineau sur son répondeur, elle a également appelé Pascale. 2 semaines avant sa mort, elle a téléphoné à sa rivale pendant 11 minutes. Maître Gaël Gangloff, l'avocat de Pascale Robineau. Les gendarmes vont être surpris de la longueur de cet appel et vont bien vite se rendre compte qu'en 11 minutes, on dit beaucoup de choses.
Et cette conversation, les gendarmes vont à peu près la reconstituer. Parce qu'après ce coup de fil, Pascal a demandé des comptes à Hervé par SMS. Et il y a eu beaucoup d'échanges. Stéphanie Félix est procureure de la République à Draguignan. On sait que Bernadette, lors de cette conversation, va raconter dans les détails la teneur de sa relation avec Hervé, qu'il avait l'intention de la quitter. Elle va raconter dans les détails leurs pratiques sexuelles, donc susciter une certaine jalousie. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour susciter une jalousie féroce de la part de Pascal. Manifestement, l'épouse a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une petite écartade, mais d'une vraie liaison. Et Pascal ne décolère pas. Maître Muriel Gestas est l'avocate d'Hervé Robineau. Une fois de plus, elle va mêler ses filles à cet appel. Et il va y avoir de nouveau dans la famille le procès d'Hervé et une haine qui va être décuplée à l'encontre de Madame Benaïm Kogis. Et le fait qu'en plus Madame Kogis tente tout le temps de revenir auprès de lui l'isole encore plus de cette famille. Donc oui, il finit par lui en vouloir. Il finit par lui en vouloir parce qu'aussi, il est conditionné tous les jours. Maître Bernard Sivan, lui, est avocat de la partie civile. Même si Hervé Robineau supplie sa femme de le croire quand il dit que la relation est terminée, Madame Robineau ne l'entend pas de cette oreille et donc elle va d'abord infliger à son mari des châtiments pour qu'il expie sa faute. Tous les jours, elle veut un geste particulier. Il est obligé de s'épiler parce que sa femme ne veut plus entendre parler de poils. Il est obligé de se faire teindre les cheveux parce que c'est sa femme qui en a décidé. On va le tondre, il va le laisser faire, on va brûler ses vêtements, il va laisser faire. Il va falloir qu'il se taise à table, qu'il n'ait plus sa place. On lui fait vivre un enfer. Alors quand je dis « on », en réalité, ce n'est pas sa femme qui lui fait payer l'adultère seulement, ce sont aussi ses filles. C'est-à-dire qu'Audrey et Roxane, les deux aînées, vont être impitoyables avec lui. Impitoyables. Hervé Robineau comprend que cet appel est dévastateur pour son couple. Le jardinier est prêt à tout pour sauver sa famille, mais sa femme et ses filles lui font payer trop cher cette aventure. Pascal lui en parle en permanence. La pression devient infernale. Et lui aussi est maintenant foudrage contre Bernadette, qui le harcèle sur son téléphone, qui lui réclame les cadeaux qu'elle leur a faits et qui le nargue. C'est plus possible, c'est intenable cette pression, puisque Bernadette ne cesse de l'appeler, quand bien même son téléphone est bloqué, elle passe régulièrement devant chez lui en klaxonnant, elle se rend à l'établissement de restauration où travaille sa fille, donc c'est sans arrêt, il essaye de lui échapper, mais il se sent pris au piège en quelque sorte. Tut, tous les jours quand elle passe devant chez eux. Mais que faire ? Ah, si Bernadette disparaissait. Voilà ce qui pourrait calmer l'obsession de Pascal et des filles. Éteindre la haine, sauver la famille. Dès le 12 juillet 2014, les SMS du couple sont explicites. C'est la seule solution pour que la famille reparte d'un bon pied. C'est vrai que c'est une famille où dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, ça va être une spirale infernale et on s'en rend compte au travers des échanges SMS. On souhaite sa mort, on veut, entre guillemets, la gicler, on veut qu'elle crève, entre guillemets. Si tu savais comme je la hais, je n'en peux plus, il faut régler le problème. C'est à chaque fois, il se monte un peu, en quelque sorte, il se monte le bourrichon. Dominique, les échanges sont explicites, les Robineau parlent de haine, mais est-ce qu'il est aussi question de mort ? Les gendarmes vont trouver un échange troublant entre les époux Robineau. Le 27 juillet, 14h18, on est quelques heures avant le meurtre. Hervé Robineau écrit à sa femme « Ce soir, le clair de lune sera le plus beau du monde et il aura un goût exquis. » Les gendarmes ont vérifié. C'était un soir de nouvelle lune, ça veut dire une nuit sans lune, une nuit noire. Et ils parlent souvent comme ça de la lune, les Robineau ? Mais jamais. Bien sûr, les gendarmes ont vérifié, ils ne se parlent jamais de la lune dans leur SMS. Et ils vont trouver également dans le portable d'Hervé des mots énigmatiques. On est le 26 juillet, 2 jours avant la mort de Bernadette Benaïm. Hervé Robineau écrit dans ses notes « Barbecue spécial fin ». Barbecue, ça pourrait correspondre au départ de feu chez Bernadette.
Ça se complique pour les Robineau, apparemment. Oui, mais les gendarmes s'intéressent aussi à leur fille. Souvenez-vous que Roxane, pendant la garde à vue, elle a fait un faux pas. Elle a parlé de décapitation alors qu'elle n'était pas censée le savoir. Donc, les gendarmes soupçonnent les filles Robineau de ne pas leur avoir tout dit. En réalité, les gendarmes ont les filles Robineau dans le collimateur depuis le premier jour. Depuis que Maria Rodriguez a raconté une scène inquiétante. C'était le 13 juillet, 15 jours avant le crime. Ce jour-là, Bernadette avait invité quelques amis et son téléphone a sonné. Elle l'a branché sur haut-parleur et Maria a très bien entendu une voix de femme, menaçante. Le maréchal des logis-chefs, David Erondonea, raconte. Elles entendent « Laisse mon père tranquille, sinon on te fait la peau ». Et Madame Benaïm leur explique que la seule personne qu'elle voit qui est capable de proférer ces menaces ne peut être qu'une des filles du clan Robineau. Et ce n'est pas tout. En explorant la maison le jour du crime, les gendarmes ont noté que les voitures de Bernadette avaient été vandalisées. Maria leur a expliqué que c'était arrivé un mois plus tôt, dans la nuit du 28 au 29 juin. Bernadette avait d'ailleurs porté plainte pour ces dégradations. Les gendarmes ont donc mené l'enquête et tiens, encore une fille Robineau. L'adjudant Stéphane Audic. Nous découvrons que Roxane Robineau déclenche bien les relais ce jour-là qui couvrent le domicile de Bernadette, mais découvrons également qu'à l'issue, Roxane Robineau a changé de numéro de téléphone, assez, on va dire, débarrassée de ce numéro, et que maintenant elle utilise une nouvelle ligne. La coïncidence est étrange, mais elle ne prouve rien. Les gendarmes, qui cherchent une preuve que c'est bien Roxane qui s'en est pris aux voitures de Bernadette, interrogent son entourage. Nous identifions 3 personnes, 2 personnes qui ont refusé de la véhiculer sur les Issambres, au domicile. Par contre, effectivement, une personne a accepté de l'accompagner. Ce jour-là, elle précise même que Roxane était avec son enfant pour aller dégrader le véhicule. À 20 ans, Roxane a un enfant d'1 an, qu'elle élève seule, entre son petit appartement de Roquebrune et la maison de ses parents. Et au dire de ses amis, Roxane, ces derniers temps, était en boucle au sujet de Madame Benaïm. Le fisc, de l'acide dans la piscine, lui plomber la vie. La procureure Stéphanie Félix. Roxane, c'est quelqu'un qui est un peu une écorchée vive. Son cas de fille, c'est l'aîné. Elle est vue un petit peu comme un garçon manqué et pour elle, son père, c'est son Dieu, c'est tout pour elle. Et elle ne supporte pas cette trahison. Elle a vécu cette infidélité du père comme si c'était une infidélité à son encontre. Une amie de Pascal, Madame S, témoigne sous anonymat. Roxane est une jeune fille très grande gueule. Elle parle beaucoup, pour dire tout et son contraire. Ainsi que Mademoiselle E, une amie de Roxane. Elle a tout vu, elle a tout fait, elle a tout vécu. Elle a du bagage, quoi. Elle ment beaucoup aussi. C'est une grosse menteuse. Elle est très excessive dans tout ce qu'elle dit et dans tout ce qu'elle fait. Roxane, elle a toujours eu ce besoin d'être le centre de l'attention, d'être le centre des discussions et d'attirer l'attention de n'importe quelle manière, donc pas spécialement les bonnes. Excessive, grande gueule. Roxane s'impliquait visiblement à fond dans une affaire qui ne concernait que ses parents. Mais jusqu'où est-elle allée ? Quelques semaines après le crime, une rumeur commence à courir à Roquebrune. C'est Roxane et son père qui auraient réglé ensemble son compte à Bernadette. À ce stade, Dominique, 3 membres de la famille Robineau peuvent être impliqués dans ce crime. Mais où sont les preuves ? Elles sont au dossier, les preuves. Elles sont au dossier parce que, souvenez-vous, sur la scène de crime, on a retrouvé
une bouteille d'essence et on a retrouvé un rouleau d'essuie-tout, du papier. Eh bien, les généticiens vont mettre en évidence, sur le bouchon de la bouteille d'essence et sur 2 morceaux de papier, un mélange d'ADN masculin et féminin. Ce sont celui d'Hervé Robineau et celui de Pascal Robineau. Je croyais qu'elle n'avait pas la carrure d'une tueuse. Alors, ça n'est pas parce qu'on retrouve son ADN sur le bouchon et sur le papier qu'elle était sur la scène de crime. Mais ça l'implique quand même, parce que ce bidon d'essence et ce papier, ils viennent de chez les Robineau. Donc, à minima, elle les a touchés. Et Roxane ? Roxane, son profil génétique apparaît sur un objet intéressant dont on a parlé sur la scène de crime. C'est le fameux arrosoir dans lequel il y avait de l'essence. Son ADN apparaît sur la poignée de l'arrosoir. Comme cet arrosoir, il était sur la scène de crime, ça veut dire qu'elle est allée sur la scène de crime. Et c'est ce qui fait la rareté de ce dossier. Parce que des couples impliqués dans des crimes, c'est banal, mais ceux qui impliquent leurs enfants, c'est plus rare. Alors pour l'instant, Rachid, les gendarmes ne savent pas encore qui a fait quoi. Mais avec tous les éléments dont ils disposent, là, ils vont pouvoir mettre la pression sur toute la famille Robineau. Et cette fois en garde à vue. Six mois après le crime, le 20 janvier 2015, 4 des 6 membres de la famille Robineau se retrouvent donc sous bonne garde. Et le père a réponse à tout. Le maréchal des logis-chefs David Errandonea participe aux interrogatoires. Hervé Robineau reste sur la même ligne de défense en disant qu'il n'a rien à voir avec le décès de Madame Benaïm. Et il nous explique au début, calmement, je dirais même de façon un peu arrogante, qu'il a dormi toute la nuit et que personne n'a quitté la maison. Et quid de ce clair de lune et de son goût exquis ? C'était pas un message codé, ça ? Pas du tout, répond Hervé. L'adjudant Stéphane Oudic est présent, lui aussi. Il nous déclare que ça lui arrive régulièrement avec son épouse d'aller se promener par temps de lune et même d'avoir des relations sexuelles à l'extérieur pendant ces périodes de lune. Hervé Robineau reconnaît qu'il a eu des mots très durs pour Bernadette, mais il ne l'a pas tuée. De leur côté, Pascal et ses filles tiennent bon aussi. Pendant 24 heures, c'est la même chanson. Elles n'ont pas bougé de la maison ce soir-là. Roxane apparaît sûre d'elle lors de la garde à vue, en tout cas au début. Elle nie tout en bloc, elle est assez désinvolte en fait. Les gendarmes abattent leurs cartes. Les voitures vandalisées, les menaces à Bernadette, ils savent que c'est elle. Mais Roxane ne se dégonfle pas. Effectivement, elle y est allée, mais une fois sur place, elle a constaté que quelqu'un avant elle avait commis des dégradations. Concernant les menaces proférées par téléphone, elle va jusqu'à dire que c'est peut-être son téléphone, mais que ce n'est peut-être pas elle qui parlait. On a vraiment l'impression qu'elle se fout de nous. Mais les gendarmes ne s'inquiètent pas, ils ont encore des billes. Après une première nuit en cellule, ils reprennent la plus jeune, Audrey. Ils lui présentent les selfies réalisés à 3h du matin dans la chambre de ses parents. Là, elle ne peut plus dire que son père dormait. Cette fois, la gamine est incapable de se justifier. Elle va tout avouer. Le 28 juillet, elle est rentrée chez elle à 1h du matin. Elle a traîné un peu avant d'aller se coucher et dans la nuit, elle a entendu un bruit en bas. Elle est descendue de sa chambre et elle a trouvé ses parents ainsi que sa sœur Roxane en pleine discussion. Elle a constaté que son père et sa sœur étaient vêtus de noir. Audrey comprend alors que Roxane et son père se préparent pour partir aux Issambres, chez Bernadette. Son père va lui demander d'utiliser son téléphone à lui afin qu'elle réalise des selfies. Pour prouver quoi ? Que elle est restée à la maison cette nuit-là ? Bizarrement, il pense à fournir un alibi à sa cadette, tandis qu'il emmène son aîné sur une scène de crime. 1h30 après, Hervé Robineau et Roxane Robineau reviennent au domicile. Roxane est en pleurs et Hervé Robineau est en boucle et dit sans cesse « ça a merdé, ça a merdé, ça a merdé ».
Audrey constate que son père porte des traces rougeâtres sur son pantalon au niveau des genoux. Il se rend dans la salle de bain afin de se doucher, comme fait également Roxane, et se changer. Et les voilà repartis pour se débarrasser de leurs vêtements et du couteau qui a servi à égorger Bernadette. Un couteau cranté qu'Audrey dessine aux gendarmes. Ils reviennent au domicile et là, un conseil de famille est organisé. Audrey raconte que la version donnée par son père, ils avaient mis du feu à 2 extrémités de la maison pour la faire sortir. Mais Bernadette serait sortie par la baie vitrée. Elle serait tombée nez à nez avec son père qui n'aurait eu d'autre choix que de la saisir et de l'égorger. Elle précise également que Roxane aurait infligé un dernier coup de couteau dans le buste de la victime. La procureure Stéphanie Félix. Et lors de ce conseil de famille, Hervé demande à tout le monde de s'en tenir à une seule et unique version selon laquelle il dormait. Il fallait surtout pas craquer. Quoi que disent les enquêteurs, même si on leur disait que l'un d'entre eux avait d'ores et déjà craqué, il fallait s'en tenir à une seule version. Les gendarmes ont ce qu'ils voulaient. Après les aveux d'Audrey, ça va être plus dur pour Hervé, Pascal et Roxane. Hervé Robineau va minimiser ce qui s'est passé en disant qu'il a vu une ombre, qu'il a été surpris et qu'il a planté cette ombre sans savoir en fait à qui il avait affaire. Roxane n'a rien fait, il est le seul responsable. Ce sont des aveux à minima, mais qui refuse de signer. Il va jusqu'à se dissimuler derrière sa veste qui le ferme jusqu'en haut. Poussé dans ses retranchements, Hervé Robineau fait alors un malaise qui le conduit à l'hôpital. Pendant qu'Hervé se confiait aux gendarmes, sa fille aînée est aussi passée aux aveux. Le pacte de silence des Robineau a explosé, car la version de Roxane diffère sensiblement de celle d'Audrey. Roxane explique que ce soir-là, elle accompagne son père. Il s'agissait de faire peur à Bernadette. Elle indique qu'elle ignore qu'il était porteur d'un couteau. Une fois sur place, Hervé Robineau demande à sa fille d'aller allumer un petit feu au niveau du dressing qui se trouve du côté du parking. Et lui, pendant ce temps-là, va de l'autre côté effectuer la même chose. Pendant que Roxane tente de faire démarrer son feu, elle entend comme un grand boom qui lui fait peur. La lumière du jardin s'allume. Roxane, en panique, rejoint son père. Il lui fait signe pas faire de bruit, de rester comme ça. Ils entendent des pas arriver, des pas de chaussons. Elle voit son père surgir de sa cachette, attraper Madame Benaïm par derrière. Et lui trancher la gorge. Elle est tétanisée, elle dit qu'elle ne peut plus bouger. Son père la prend pour partir, mais constatant que Madame Benaïm est toujours assise, Robineau fait demi-tour et lui inflige un dernier coup de couteau. Elle déclare que pendant tout le trajet, elle n'a fait que pleurer, vomir, qu'elle est choquée par ce qu'elle a vu, voire traumatisée. Et là aussi, la fin de l'audition tourne presque au malaise. Elle a comme une crise de panique, elle tremble, elle frotte ses mains contre son pantalon, elle pleure, elle a des spasmes, tout lâche. Tous les nerfs lâchent en fait à ce moment-là.
reste le rôle de la mère, que les gendarmes peinent à comprendre. Pascal Robineau, ça a été très très compliqué, car la seule victime de cette histoire, c'est elle. C'est son mari qui lui a fait du mal. Par contre, quand on vient lui parler de ce qui s'est passé ce soir-là, Pascal se renferme sur elle-même. Elle a même du mal à parler, souvent elle se recroqueville. Face aux déclarations de ses filles et de son mari, Pascal Robineau se débine. Elle ne se souvient de rien. Elle n'a pas vu Hervé et Roxane sortir. Elle ne leur a fourni aucune assistance. Elle n'a appris la mort de Bernadette qu'à leur retour. Le 22 janvier 2015, Hervé et Roxane sont mis en examen pour assassinat. Pascal, sa femme, pour complicité d'assassinat. Le juge va maintenant essayer de comprendre comment il fonctionne dans cette famille. Des filles soudées autour d'une mère à la santé fragile. Des filles décidées à ramener un père dans le droit chemin. C'est cela, le clan Robineau. Mademoiselle E, une amie de Roxane, s'en souvient. La famille Robineau, c'est très particulier. C'est une meute. On est avec les Robineau, on est avec la famille Robineau, quoi. On n'est pas avec l'un ou l'autre, enfin avec la mère ou le père, on est avec la tribu Robineau. Dans la famille, il n'y a pas de hiérarchie. Les parents n'ont pas une place de parents, les enfants n'ont pas une place d'enfants. Il n'y a pas de règles. Il y avait énormément d'amour. C'était très fusionnel. Mais à la fois, c'était le matin, ils étaient unis. L'après-midi, ils se prenaient la tête. Ça criait tout le temps, ça parlait tout le temps. Ils essayaient tous de s'imposer, en fait, à leur manière. Et du coup, c'était tout le temps des rapports de force entre les uns et les autres. C'était vraiment des montagnes russes permanentes, en fait. Un mode de fonctionnement qui pourrait expliquer l'énergie avec laquelle toute la famille s'est impliquée dans l'affaire Bernadette. Le juge va donc passer en revue, un à un, chaque personnage de ce drame familial. Sophie Demade est expert psychologue. Hervé Robineau n'a pas connu son père. Il a grandi auprès de sa mère et de son beau-père. Une mère qu'il décrit comme ayant été peu affectueuse. Et en fait, il aurait énormément manqué d'amour, de tendresse. Et elle, c'est pareil. On peut dire que pour Pascal, il y a un trouble des repères familiaux, affectifs, sociaux. Il faut savoir qu'il y a 6 enfants dans cette fratrie de 3 pères différents. Et elle a une mère qu'elle décrit comme étant très très particulière, puisque, a priori, sa mère incitait les enfants à voler. Et en fait, elle a l'impression qu'elle rentre dans son histoire personnelle et subjective, lorsqu'elle rencontre Hervé. Pascal, c'est quelqu'un qui, sous ses aspects de femme un peu faible parce qu'elle a des problèmes de santé, c'est quelqu'un qui est fort psychologiquement et qui est d'ailleurs considéré par les autres membres de la famille comme l'arbre. C'est l'arbre central de la famille. Elle décrit son couple comme une relation formidable, le meilleur des hommes, un mari aimant, attentionné. On se croirait dans un film. C'est un couple dont les 2 partenaires se réparent mutuellement. Se réparent des souffrances de l'enfance ou des manques de l'enfance. Donc c'est un couple qui ne doit pas échouer, qui doit fonctionner, vaille que vaille, coûte que coûte. Pendant 23 ans, Hervé a tout fait pour préserver l'équilibre de ce couple exclusif, jusqu'à s'oublier lui-même. C'est ce qu'explique Muriel Gestas, l'avocate d'Hervé Robineau. Hervé ne développe pas un charisme important, il n'a pas une personnalité imposante. Enfin, c'est quelqu'un qui est plutôt suiveur. C'est un vrai gentil. On a des clients qui sont accusés d'assassinat ou de meurtre avec une personnalité derrière qui correspond à ça. Et Hervé, non, pas du tout. Pas du tout.
C'est quelqu'un qui est constamment sous pression. Il veut combler les demandes de sa femme et de ses filles. Il considère que sa femme est fragile. Donc il va faire en sorte que tout aille bien. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va, refouler toute une partie de sa personnalité. Au service du clan, bouffé par sa vie de famille, Hervé a peut-être trouvé tout à coup un peu d'air, mais de légèreté auprès de Bernadette. Bernadette, c'est elle qui va un peu l'entreprendre. Et puis, sexuellement, Bernadette va l'emmener aussi dans une sexualité qu'il n'avait jamais vécue. Il va découvrir, à son âge, des choses qu'il n'avait jamais faites. Et il va s'éclater. Et de ce fait-là, il va aussi tomber amoureux d'elle. Mais dans ce couple fusionnel, l'infidélité n'avait pas sa place. Hervé n'a pas su gérer sa faute, son moment de faiblesse, cet affront fait à sa femme et ses filles. Cette femme, Bernadette, est devenue le mauvais objet qui vient casser, détruire les fondations de cette famille. Et ça monte crescendo. D'abord, il y a la première réaction, c'est la réaction de Pascal, qui est trahi, qui veut en découdre. Et puis après, ses filles. Parce que finalement, toutes les femmes sont trahies dans cette histoire. C'est-à-dire que la trahison perçue par la mère devient la trahison des filles. Donc tout le monde est trahi et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. L'ami de Roxane confirme. Roxane et Audrey, c'est devenu des chiens de garde. C'est vraiment devenu des chiens de garde de leur mère où elles allaient fouiner, où elles regardaient dans le téléphone de leur père, elles étaient prêtes à aller le pister pour découvrir le fin mot de l'histoire et avoir des réponses pour leur mère. Alors que c'était pas à elle d'aller chercher les réponses, quoi. Si Roxane s'est investie plus que sa sœur dans cette mission de sauvetage, c'est parce qu'elle avait une relation particulière avec chacun de ses parents. Maître Colline Martin est l'avocate de Roxane. Roxane avec sa mère, c'est une relation qui est très fusionnelle, qui est impactée par le fait que sa mère est malade et donc on a parfois une sorte d'inversion des rôles, notamment sur les tâches de la maison, sur le fait de s'occuper des plus jeunes sœurs. Par moments, Roxane a le sentiment que c'est elle que ça revient de faire tout ça. Avec son père, c'est quelqu'un dont elle va chercher la reconnaissance ou l'estime. Elle va même travailler avec lui sur les chantiers parce qu'elle sent que c'est ce qu'il attend d'elle. Les experts psychologues, psychiatres qui l'ont examiné vont indiquer que Roxane, c'est quelqu'un qui n'a pas bien géré son complexe d'Oedipe. Une famille dysfonctionnelle, passionnelle et exclusive. C'est sur ce terreau que Bernadette est tombée. Le juge en sait plus sur la famille, mais reste l'essentiel. Qui a fait quoi ? Hervé est-il allé chez Bernadette avec l'intention de la tuer, contrairement à ce qu'il dit ? Roxane a-t-elle, oui ou non, achevé cette femme ? Et quel a été le rôle de Pascal ? Est-ce que c'est elle qui a commandité l'expédition ? Le 3 avril 2015, c'est Roxane qui ouvre le bal dans le cabinet du juge. Roxane risque gros depuis le témoignage accablant de sa sœur. Un témoignage corroboré, car les gendarmes ont interrogé ses copains. Et Roxane a trop parlé. Elle s'est confiée à l'un d'eux. Roxane lui a indiqué que Bernadette était morte et qu'elle l'avait finie au couteau. La procureure Stéphanie Félix se raconte. Donc il est particulièrement choqué parce qu'elle lui déclare cela en rigolant. Donc sur le coup, il pense qu'elle plaisante, mais la situation est particulièrement grave. À ce moment-là, on se pose la question de savoir si effectivement Roxane a oui ou non porté ce coup au flanc de Bernadette Benaïm et si Roxane va reconnaître ou pas ce geste-là. Lorsqu'elle est devant le juge, elle réalise quand même la gravité des choses, ce qu'elle risque surtout. Il y a également le fait qu'elle a un enfant, donc je pense qu'elle a peur aussi de ce qui peut arriver à son enfant. Elle indique qu'elle voulait faire peur à Bernadette, c'était l'objectif de cette expédition. Elle ne reconnaît toujours pas avoir porté ce coup de couteau et elle en veut en quelque sorte à son père. Et sa mère ne vient pas à son secours.
elle continue à se défendre d'une complicité d'assassinat par des réponses alambiquées. Elle va quand même concéder qu'elle détestait particulièrement Bernadette, qu'elle à un moment ou un autre elle a voulu sa mort, mais que c'était que des paroles en l'air en fait. Et elle va reconnaître un petit peu avoir, à force de parler sans arrêt de Bernadette, du ressentiment qu'elle éprouvait à son égard, pousser un petit peu la famille. Mais elle ne va pas trop s'engager. Sur le déroulement des faits en soi, elle reste vague. Et elle va s'abriter en expliquant qu'à cette époque, elle prenait des cachets. Elle ne se souvient pas, par exemple, avoir vu Hervé et Roxane partir, et elle ne se souvient même pas que lorsqu'ils sont revenus, ils ont parlé du meurtre. Le 9 avril, c'est au tour d'Hervé d'être entendu par le juge. Cette fois, il se montre plus loquace. Mais il fond en larmes quand il raconte la nuit du 28 juillet. Hervé explique ce soir-là qu'il a échangé des SMS avec son épouse, quand bien même ils étaient au domicile, et qu'à un moment ils sont disputés, et donc il décide de partir chez Bernadette. Il prend un couteau qui se trouve dans la buanderie, c'est un gros couteau qui fait 20-25 cm. Et il prend Roxane avec lui, il l'emmène avec lui parce qu'il avait peur quand même que Bernadette se mette à l'embrouiller, etc. Donc il se sentait plus tranquille s'il était accompagné. Il est dans l'incapacité de dire combien de coups de couteau il l'a donné, et en tout cas, ce qui le marque à ce moment-là, c'est le regard de sa fille. Il lit carrément la terreur dans sa fille, la terreur, la panique. Ça l'a beaucoup marqué. Ils repartent pour se débarrasser des vêtements, du couteau. Il va jeter le couteau dans la rivière L'Argence. Il retourne à la maison et effectivement, il y a ce conseil de famille qui se tient où il leur indique qu'il faut garder une version commune dont il ne faudra pas s'écarter. À l'entendre, c'est lui qui a frappé, lui seul, 3 fois. Cherche-t-il à protéger sa fille ? C'est ce que le juge pense. Alors, le 19 janvier 2016, le magistrat organise une confrontation entre les 3 mises en examen et la plus jeune, Audrey, le maillon faible. Ce jour-là, elle est en présence des membres de sa famille, en présence de son père, de sa mère, de sa sœur. Et donc, il faut avoir le courage de maintenir la version qu'elle a tenue jusqu'à présent. Il faut imaginer la pression qu'elle a. C'est en quelque sorte un conflit de loyauté vis-à-vis de sa famille. Elle va avoir peur, elle va expliquer que son père peut être violent, elle va donner des exemples. Elle se souvient qu'une fois, son père l'avait frappée à son domicile en présence de son petit ami il y a quelques années de ça, lorsqu'il s'était énervé. Donc c'est vrai qu'elle craint, avec ce qu'elle a révélé, qu'il lui arrive des choses. En tout cas, Audrey va maintenir sa version, à savoir que Roxane avait porté ce coup de couteau au flanc, au côté droit de Bernadette, avant de s'enfuir ensuite avec son père. Hervé, Pascal, Roxane, ils seront donc 3 devant la cour d'assises du Var le 19 mars 2018. La mère, qui est renvoyée pour complicité d'assassinat, n'a pas fait un seul jour de prison. Elle comparaît libre. Le clan Robineau a volé en éclats. Tous les coups sont maintenant permis. Pour sauver sa peau, Pascal ne soutient ni sa fille, ni son mari. Elle a même monté un nouveau dossier d'accusation contre lui. Hervé et Roxane, ce qui est assez frappant, on le voit rarement aux assises, ils sont sans arrêt, tête baissée, comme si la terre pouvait les absorber. Ils sont recroquevillés, on va dire. On ne voit rarement leur visage, à tel point qu'on a l'impression que vous avez des boxes qui sont vides. Maître Gaël Gangloff, l'avocat de Pascal Robineau. À son procès, Pascal, on a l'impression qu'elle a 15 ans de plus, 20 ans de plus que son âge réel. Elle est très frêle, elle a des problèmes de dos, et elle arrive avec une plaque, une coque en plastique dans le dos. Ça, les jurés le voient. Hervé, lui, est furieux. Pascal a engagé une procédure de divorce et surtout, elle a déposé plainte contre lui sur des accusations très lourdes et fausses. Muriel Gestas, l'avocate d'Hervé Robineau.
Elle l'a accusé de viol quand même sur ses filles. Elle l'a accusé de viol sur ses propres filles. C'est gravissime jusqu'où elle a été. Enfin, elle a été très loin pour essayer de n'être qu'une victime. Une accusation dont Hervé se défend avec fureur. L'enquête est en cours, mais le mal est fait. Cette plainte vient jeter une ombre sur le père de famille qui va contre-attaquer. Le procès s'ouvre dans une ambiance très tendue. Les premiers mots que M. Robineau va dire au président, c'est qu'il se sent bien seul dans le box et que son épouse, qui est libre depuis 3 ans et demi, devrait l'accompagner dans le box. Hervé soutient toujours sa fille en réaffirmant qu'il est le seul auteur des coups. Mais il charge maintenant Pascal. Hervé dira que c'est sur ordre de son épouse qu'il serait monté, lui et Roxane, que c'est son épouse qui a obligé Roxane à venir avec lui pour que son père ne se débine pas et qu'il commette le crime. Et tout à coup, Hervé Robineau lâche tout. En plein procès, il fait volte-face. Oui, il l'avoue, il est bien monté aux Issambres avec l'intention de tuer Bernadette. Oui, le crime était prémédité. Hervé va reconnaître que la mention dans son téléphone portable, sur son calendrier au 26 juillet, Barbox spécial fin, c'était bien une mention en relation avec la mort de Bernadette. Donc c'est vrai que c'était une véritable surprise. Et on se rend compte que là, il y a un rapport de force aussi qui s'instaure entre les 3 accusés. Ce jour-là, on se rend compte que l'objectif, c'est en quelque sorte de sauver Roxane. Mais qu'a fait réellement Roxane ? Elle l'a mis ou pas ce coup de couteau final ? Coincé dans un conflit de loyauté, l'accusé joue gros. Maître Colline Martin est l'avocate de Roxane. Il y a d'abord l'enjeu qui va concerner son fils, parce que dépend de ce procès le moment où elle va pouvoir le revoir. Et puis à la marge, il y a nécessairement l'enjeu qui va concerner ses parents. Que dire ? Est-ce que je dois dire ce qu'ils ont fait ? Est-ce que je dois dire à quelle hauteur ils l'ont fait ? C'est vraiment un procès qui est abordé de manière extrêmement complexe par rapport à la multitude des enjeux pour Roxane. Elle est entre ses 2 parents, mais elle finit par dire « Ma mère ment, ma mère nous a poussés à tout ça, et ça suffit, quoi. Il faut aussi que chacun assume. » Maître Bernard Sivan, lui, est avocat de la partie civile. Je pense que Roxane, enfin, ce jour-là, elle commence à prendre ses responsabilités, se rend compte qu'elle est en train de vivre un cauchemar et qu'elle n'est pas prête de revoir son fils. Et effectivement, elle met en cause sa mère, confirmant ce qui avait été écrit par les enquêteurs, c'est-à-dire confirmant le schéma et le parcours qui a mené à la mort de Bernadette Kogis. Déjà mise en cause par son mari, voilà Pascal, dos au mur. Pascal Robineau, elle sent bien que le piège se referme parce que maintenant on a l'accusation. Il y a les 2 accusés qui sont dans le box qui la mettent en cause, et non pas comme une simple exécutante, mais comme étant la tête pensante de cette opération criminelle. Face aux propos de Roxane, Pascal est sommé de s'expliquer. Lorsque le président demande à Pascal de réagir, eh bien, Pascal va dire qu'elle ne se souvient plus, elle va tenir des propos incompréhensibles, elle pleure pour un rien. Vous lui posez une question, elle vous répond à côté, mais complètement à côté. On dirait qu'elle n'a pas entendu la question. C'est quelqu'un avec qui le dialogue est absolument impossible. Quand on lui parle des textos, quand on lui parle de l'organisation de la soirée, des faux selfies, elle dit non, c'est pas vrai. On s'attendait à beaucoup plus de combativité de sa part, d'une réaction, et on a envie de la pousser pour qu'elle réagisse. Mais il ne se passe rien. Elle subit, entre guillemets, ce qui se passe. Là où elle fait une erreur, c'est que lorsqu'elle comparait à la barre, elle est courbée, toute chétive, malade. À chaque pause, quand on fume dehors, elle retrouve sa superbe. Et les jurés sortent dehors. Et le voient, ça. Le lendemain, c'est au tour d'Audrey, la plus jeune, de s'avancer à la barre. Elle a 22 ans, elle en avait 18 au moment des faits. En garde à vue,
C'est elle qui avait livré aux enquêteurs la version ficelée par le conseil de famille, avant de passer aux aveux. Son témoignage est aussi attendu que redouté. Roxane, elle appréhendait beaucoup les propos de sa sœur, parce qu'en plus les relations entre les deux sœurs ne sont pas bonnes, ne l'ont jamais réellement été. Et Audrey va reparler de ce qui s'est passé, reparler des faits. Et c'est significatif, elle va expliquer qu'elle pense que sa sœur n'a rien fait. Après le père, c'est la cadette qui retourne sa veste, en venant tout à coup défendre sa sœur. Audrey explique que Roxane a été manipulée par leur père. Quant à leur mère, elle ne leur a rien demandé. C'est Hervé et lui seul le coupable. Elle va dédouaner sa mère lorsqu'elle va être entendue. Puis je pense qu'elle a un peu peur pour elle parce qu'elle sait très bien qu'elle a fait les selfies, elle sait très bien qu'elle a échangé les SMS. Elle n'est pas blanche dans ce qui se passe, hein, même si au final elle n'a pas été poursuivie. Tout ce qu'elle peut raconter, pour moi, n'a aucune valeur. Malgré le témoignage d'Audrey, Pascal reste en mauvaise posture. Son attitude fuyante a déplu. Au 5e jour, l'avocate générale concentre son réquisitoire sur l'horreur et la sauvagerie du crime. Elle demande une peine de 30 ans pour Hervé Robineau, 15 ans pour son ex-épouse, Pascal, et 10 ans pour Roxane. C'est ensuite aux avocats de la défense d'essayer de sauver la tête de chacun de leurs clients. J'ai essayé d'expliquer aux jurés comment cet homme-là en est arrivé là, mais oui, il a commis un acte horrible et oui, il devait payer, mais c'est pas que une personne horrible. On l'a vu, c'est pas blanc, c'est pas noir. Voilà, il y avait tout un contexte de vie qui faisait que, pour lui, malheureusement, dans sa tête à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres issues. L'aspect toxique de cette famille, il était en premier plan de la défense de Roxane Robineau parce qu'il est incontournable pour expliquer dans quelles conditions elle se retrouve mêlée à tout ça. Alors qu'elle-même, dès le début, va dire qu'elle n'aurait jamais dû y être mêlée, que ça ne la regardait en aucun cas. J'ai expliqué à la cour d'assises, avec les conclusions du psychiatre, qu'effectivement, au moment des faits, ma cliente, compte tenu de l'absorption très importante de médicaments, n'avait pas toute sa tête et qu'elle ne se rappelait pas d'avoir donné un quelconque ordre d'aller tuer Bernadette. Le 23 mars 2018, dans la soirée, la cour d'assises rend son verdict. Hervé Robineau est condamné à 20 ans de prison pour assassinat. Pascal à 10 ans pour complicité, une peine qui a tenu compte de l'altération de son discernement au moment des faits. Arrivée libre au procès, elle reçoit la sentence comme un coup de massue. Roxane, elle, prend 7 ans, pour complicité également. Après 4 ans de détention, elle est donc libérable rapidement. Malheureusement pour Roxane, sa mère, Pascal, fait appel. Et dans la foulée, le parquet général aussi. La famille Robineau retourne donc aux assises à Aix-en-Provence le 21 octobre 2019. Hervé Robineau est condamné à la même peine, 20 ans. En revanche, la cour se montre beaucoup plus dure avec les 2 autres accusés. La mère prend 16 ans. Quant à Roxane, sa peine est doublée. Ce sera 14 ans. Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à la famille Robineau. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode.